Je n'oublierai jamais le bruit de cette porte qui claque. Ce n'était pas un simple bruit. C'était le son de mon cœur qui se brisait en 1000 morceaux, le son d'une grand-mère qu'on arrache de ses petits-enfants, le son d'une humiliation que je n'avais jamais imaginé vivre à 68 ans. Mais ce que ma belle-fille Valérie ne savait pas ce samedi matin de mars à Marseille, c'est que cette porte fermée allait déclencher une série d'événements qui détruiraient sa vie parfaite. Et moi, Madeleine Dubois, j'allais devenir l'architecte de sa chute. Il était 10h30 quand je suis arrivée devant la maison de mon fils Tom, dans le quartier du Roucas-Blanc. Une belle villa provençale avec des volets bleus et un jardin rempli de lavande que j'avais aidé à planter il y a 3 ans, quand les choses étaient encore normales, quand j'étais encore la bienvenue dans cette maison, quand mes petits-enfants couraient vers moi en criant « Grand-mère » dès qu'ils me voyaient arriver. Ce samedi-là, j'avais dans les mains 2 paquets joliment emballés. Pour Léo, 6 ans, un livre sur les dinosaures qu'il m'avait montré la dernière fois que je l'avais vu il y a 3 mois. Pour Emma, 4 ans, une poupée artisanale achetée au marché de Noailles, avec des cheveux blonds comme les siens et une robe provençale. J'avais passé 1 heure à choisir le papier cadeau parfait, celui avec des petits ours, parce que c'est ce qu'une grand-mère fait. Elle pense à chaque détail pour ses petits-enfants. J'ai sonné à la porte, le cœur plein d'espoir. Peut-être qu'aujourd'hui serait différent. Peut-être que Valérie aurait enfin compris que je n'étais pas son ennemie, que je voulais juste voir mes petits-enfants, les serrer dans mes bras, leur lire des histoires, être présente dans leur vie comme toute grand-mère devrait l'être. J'ai entendu des pas à l'intérieur, des pas lourds, décidés. Et quand la porte s'est ouverte, ce n'était pas le sourire de mes petits-enfants que j'ai vu. C'était le visage de Valérie, ma belle-fille, transformé en un masque de glace et de mépris que je connaissais trop bien. « Qu'est-ce que vous faites ici, Madeleine ?» Sa voix était tranchante comme un couteau. Pas belle maman, pas bonjour, juste mon prénom craché comme une insulte. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés sur sa poitrine, bloquant l'entrée comme si j'étais une étrangère, une menace, quelqu'un qui n'avait rien à faire ici. J'ai essayé de garder mon sourire, de rester calme, de ne pas montrer à quel point ces mots me blessaient déjà. « Bonjour Valérie. Je suis venue voir Léo et Emma. J'ai apporté des petits cadeaux pour eux. » J'ai levé les paquets, espérant peut-être que la vue des cadeaux adoucirait son expression. Mais elle n'a même pas regardé. « Vous n'êtes plus la bienvenue ici, Madeleine, » a-t-elle dit, chaque mot tombant comme une pierre dans mon estomac. « Je ne veux plus que vous voyiez mes enfants. Mes enfants, pas nos enfants, pas les enfants de Tom et moi. Mes enfants. » Comme si Tom n'avait pas son mot à dire, comme si je n'étais rien. « Valérie, s'il te plaît, » ai-je commencé, sentant ma voix trembler malgré moi. « Ce sont mes petits-enfants. Je ne leur ai rien fait. Pourquoi me punis-tu comme ça ?» Elle a ri. Un rire froid, sans humour. « Vous punir? Vous vous croyez victime? Vous êtes toxique, Madeleine. Vous ne respectez pas nos limites. Vous êtes envahissante. Vous critiquez ma façon d'élever mes enfants. C'est mieux pour tout le monde que vous restiez loin. » Toxique, envahissante. Ces mots résonnaient dans ma tête comme des accusations que je ne reconnaissais pas. Qu'avais-je fait de si terrible? Aimer mes petits-enfants, vouloir être présente dans leur vie, offrir mon aide quand Valérie en avait besoin. « Laisse-moi parler à Tom », ai-je dit, essayant de garder ma dignité. « C'est aussi son fils, il a le droit de… » « Tom est d'accord avec moi », m'a-t-elle coupé. « Nous avons parlé, c'est une décision commune. » À ce moment précis, j'ai vu mon fils apparaître derrière elle. Tom, 38 ans, mon unique enfant, le petit garçon que j'avais élevé seul après la mort de son père quand il avait 12 ans. Tom, pour qui j'avais travaillé 2 emplois pour payer ses études, pour qui j'avais sacrifié mes propres rêves pour qu'il puisse vivre les siens. Il se tenait là, les épaules voûtées, regardant le sol comme un enfant pris en faute. « Tom,
Ma voix s'est brisée en disant son nom. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu ne vas pas m'empêcher de voir Léo et Emma. » Il a levé les yeux vers moi et j'ai vu quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu avant. De la lâcheté, de la faiblesse. « C'est mieux comme ça, maman, » a-t-il dit doucement, presque en murmurant. « Valérie a raison, tu ne comprends pas, c'est compliqué. » Compliqué? J'ai senti la colère monter en moi, remplaçant la douleur. Qu'est-ce qui est compliqué dans le fait qu'une grand-mère veuille voir ses petits-enfants? Qu'est-ce qui est compliqué dans l'amour? Valérie a posé sa main sur l'épaule de Tom, un geste possessif, dominant. Cette conversation est terminée, Madeleine. Ne revenez pas ici. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, avant que je puisse crier, pleurer, supplier, la porte s'est fermée. Clac. Ce bruit terrible, définitif. Je suis restée là, debout sur le perron, les 2 paquets cadeaux dans les mains, regardant cette porte bleue qui me séparait maintenant de tout ce que j'aimais. Madame Ferrier, la voisine d'en face, arrosait ses plantes sur son balcon. Elle m'a regardée avec pitié. Elle avait tout vu. Tout le quartier avait probablement tout vu. L'humiliation publique d'une grand-mère rejetée. J'ai marché jusqu'à ma voiture, mes jambes tremblant sous moi. J'ai posé les cadeaux sur le siège passager et je me suis effondrée, les mains sur le volant, les larmes coulant sans que je puisse les arrêter. Pendant combien de temps suis-je restée là? 10 minutes? 1 heure? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, entre les sanglots et le désespoir, quelque chose a changé en moi. La douleur s'est transformée en quelque chose de plus fort, de plus dangereux. Une détermination froide et claire. Si cette scène vous brise le cœur comme elle a brisé le mien, laissez un like sur cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été séparé de vos petits-enfants par une belle-fille ou un beau-fils toxique? D'où me regardez-vous aujourd'hui? Parce que je veux que vous sachiez, vous qui m'écoutez, que vous n'êtes pas seul dans cette douleur. Mais ce que Valérie ne savait pas, c'est que cette porte fermée allait ouvrir un chemin vers une vérité qui détruirait sa vie parfaite. Et tout a commencé 3 semaines plus tard, par un appel téléphonique inattendu qui allait révéler des secrets que personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer. Pendant que je conduisais vers mon appartement ce jour-là, les yeux brouillés de larmes, une seule question tournait dans ma tête. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment mon fils, que j'avais élevé avec tant d'amour, pouvait-il me fermer sa porte au nez? La vérité, c'est que cela n'était pas arrivé du jour au lendemain. C'était le résultat de 3 années de guerre silencieuse, 3 années d'humiliation que j'avais avalées en silence, 3 années où Valérie avait systématiquement détruit mon lien avec mon fils et mes petits-enfants. Et je dois vous raconter comment tout a commencé, parce que peut-être, vous aussi, vous vivez ce lent empoisonnement sans même vous en rendre compte. Tout a commencé en juin 2021, le jour du mariage de Tom et Valérie. C'était une cérémonie somptueuse dans un domaine viticole près d'Aix-en-Provence, avec 200 invités, des roses blanches partout et un budget qui aurait pu nourrir une famille pendant 1 an. Les parents de Valérie, Monsieur et Madame Moreau, avaient tout payé. Son père était avocat, associé dans un cabinet prestigieux. Sa mère siégeait au conseil d'administration de plusieurs associations caritatives. Ils étaient riches, élégants, et ils le savaient. J'étais assise à la table numéro 12, pas à la table d'honneur où auraient dû être les parents des mariés, mais à côté de cousins éloignés que je ne connaissais même pas. C'est pour équilibrer les tables, m'avait expliqué Valérie quelques semaines avant le mariage, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous comprenez, avec la famille de papa qui est si nombreuse, il fallait réorganiser. Je l'avais accepté. Je ne voulais pas faire de vagues, pas le jour du mariage de mon fils. Mais quand j'ai vu Madame Moreau, en robe Chanel rose poudrée, faire son discours sur l'éducation parfaite
qu'elle avait donné à sa fille, sans un seul mot pour moi. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Tom m'avait regardé de loin, mal à l'aise, mais il n'avait rien dit. C'était le premier signe. J'aurais dû comprendre. Les problèmes ont vraiment commencé quand Léo est né, en décembre 2021. J'étais tellement heureuse d'être grand-mère pour la première fois. J'avais tricoté des petits chaussons, préparé des plats pour Valérie qui se remettait de l'accouchement. Je venais 3 fois par semaine pour aider. Mais chaque fois, Valérie trouvait quelque chose à critiquer. « Madeleine, les bébés ne doivent pas porter de laine. C'est irritant pour leur peau. » disait-elle en retirant les chaussons que j'avais mis des semaines à faire. « Votre soupe est trop salée, je ne peux pas manger ça. Je fais attention à ma ligne. » Ne prenez pas Léo comme ça, vous allez lui déformer la nuque. Chaque geste d'amour que je faisais était transformé en erreur, en maladresse, en preuve que je ne savais pas ce que je faisais. Un jour, j'ai amené un cadeau pour Léo. Un petit ours en peluche que j'avais trouvé dans une boutique artisanale du Panier, le vieux quartier de Marseille. Il était fait main, adorable, avec un petit nœud rouge. Valérie l'a pris, l'a regardé avec dégoût et l'a mis directement dans un sac. Nous n'acceptons que des jouets certifiés, sans substances toxiques. Vous ne pouvez pas donner n'importe quoi à mon fils. Mon fils. Encore une fois. Jamais notre fils. Toujours mon fils. Comme si Tom n'existait pas. Comme si j'étais juste une étrangère qui essayait de s'immiscer dans sa famille. J'ai essayé d'en parler à Tom. C'était en février 2022. Nous étions seuls dans sa cuisine pendant que Valérie était sortie avec le bébé. Tom, je sens que Valérie ne veut pas que je sois proche de Léo. À chaque fois que je viens, elle trouve quelque chose à redire. Mon fils avait soupiré, passant sa main dans ses cheveux comme il le faisait enfant quand il était embarrassé. « Maman, tu ne comprends pas. Valérie est une mère très attentive. Elle a des standards élevés. Ce n'est pas contre toi. Mais je suis ta mère, Tom. Je t'ai élevé et tu t'en es bien sorti, non ?» Il avait détourné le regard. « C'était une autre époque, maman. Les choses ont changé. Valérie a raison. Tu es un peu envahissante. » Envahissante. Ce mot m'avait frappé comme une gifle. Moi, envahissante. Moi qui avais travaillé comme caissière pendant 15 ans et comme aide-soignante de nuit pendant 10 ans pour payer ses études. Moi qui avais sacrifié mes propres rêves, qui n'étais jamais partie en vacances, qui avait porté les mêmes vêtements pendant des années pour qu'il puisse avoir ce qu'il voulait. C'est ce que j'étais devenue pour lui, envahissante. Les mois ont passé et la situation ne faisait qu'empirer. Les visites qui étaient hebdomadaires sont devenues mensuelles, puis espacées de 2 mois. Valérie trouvait toujours une excuse. « Les enfants sont malades. Nous avons des projets. C'est mieux si vous prévenez avant. Et là, nous ne sommes pas disponibles. » Emma est née en mars 2023 et j'ai à peine pu la voir les premiers mois. Quand j'ai proposé de venir aider, Valérie a ri. « Ma mère s'occupe déjà de tout. Nous n'avons pas besoin d'aide supplémentaire. » Le jour de l'anniversaire de Léo, en décembre 2023, a été le moment le plus douloureux. Je n'ai pas été invitée. J'ai appris qu'il y avait eu une fête uniquement parce que Madame Ferrier, ma voisine, avait vu les photos sur Facebook. Une grande fête dans le jardin avec un château gonflable, des dizaines d'enfants, un magicien, un gâteau géant en forme de dinosaure. Et moi, sa grand-mère, je n'étais même pas au courant. Quand j'ai appelé Tom, en pleurs, il a bégayé des excuses. « C'était une petite fête de dernière minute, maman. On n'a pas eu le temps de prévenir tout le monde. » « Tout le monde, sauf moi, Tom. Tout le monde, sauf ta mère. » La goutte d'eau a été Pâques 2024. J'avais organisé un déjeuner pascal chez moi, comme nous le faisions depuis toujours. J'avais préparé l'agneau, les légumes de Provence, la tarte aux abricots que Tom adorait depuis qu'il était petit. J'avais acheté des œufs en chocolat pour les enfants,
décorer l'appartement avec des lapins et des fleurs. Tom avait promis qu'il viendrait. Le jour J, à 11 heures, j'ai reçu un message. « Désolée maman, changement de plan. On va chez les parents de Valérie à Aix. C'était prévu depuis longtemps. Prévu depuis longtemps. Mais pas assez important pour me prévenir avant que je passe 2 jours à cuisiner. » J'ai mangé seule ce jour-là, regardant les 4 assiettes que j'avais mises sur la table, les œufs en chocolat, qui ne seraient jamais trouvés par mes petits-enfants. Et c'est là, dans ce silence terrible de mon appartement vide, que j'ai compris. Valérie ne voulait pas simplement limiter ma présence. Elle voulait m'effacer, me remplacer par ses propres parents, faire comme si je n'existais pas. Et Tom, mon fils, la laissait faire. Pire, il participait. Combien d'entre vous ont vécu ces humiliations répétées, ces exclusions qui se déguisent en temps malentendus, ces critiques constantes qui vous font douter de vous-même? Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas envahissant pour vouloir être présent dans la vie de vos petits-enfants. C'est votre droit. C'est votre amour. 3 semaines après ce Pâques solitaire est arrivée la confrontation finale, celle où j'ai décidé d'aller chez eux sans prévenir, celle où Valérie m'a fermé la porte au nez. Mais ce que je ne savais pas ce jour-là, c'est que dans exactement 3 semaines, j'allais recevoir un appel téléphonique qui changerait tout. Un appel qui allait révéler que derrière toutes ces humiliations, derrière cette volonté de m'éloigner, Valérie cachait des secrets bien plus sombres que je n'aurais jamais pu imaginer. Des secrets qui allaient justifier chaque larme que j'avais versée et transformer ma douleur en quelque chose de beaucoup plus puissant, la justice. Les 3 semaines qui ont suivi cette porte fermée ont été les plus sombres de ma vie. Je restais des heures assise dans mon fauteuil, près de la fenêtre, regardant le vieux port de Marseille sans vraiment le voir. J'avais perdu l'appétit, le sommeil, l'envie de faire quoi que ce soit. Mes amis essayaient de m'appeler, mais je ne répondais pas. À quoi bon parler? À quoi bon expliquer que ma propre famille m'avait rejetée comme si je n'étais rien? La nuit, je regardais les photos de Léo et Emma sur mon téléphone, des photos de quand ils étaient bébés, de quand Valérie me laissait encore les approcher. Je pleurais jusqu'à ce que mes yeux soient si gonflés que je ne pouvais plus les ouvrir. C'était un mardi soir, vers 19h30, 3 semaines exactement après l'incident. J'étais en train de réchauffer une soupe que je ne mangerais probablement pas quand mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Normalement, je n'aurais pas répondu, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Allô ?» Ma voix était rauque, fatiguée. « Madame Dubois, c'est Mathieu. Mathieu Leroux, le collègue de Tom. » Mathieu, je me souvenais de lui. Un jeune homme sympathique d'une 30aine d'années qui travaillait avec Tom dans l'import-export. Je l'avais rencontré plusieurs fois lors des fêtes de fin d'année de l'entreprise, avant que Valérie ne commence à m'exclure de tout. Il était toujours poli, souriant, il me demandait comment j'allais. « Mathieu, oui, je me souviens. Que puis-je faire pour vous ?» Il y a eu un silence gêné au bout du fil. J'entendais sa respiration, comme s'il hésitait, comme s'il cherchait ses mots. « Madame Dubois, je suis vraiment désolée de vous appeler comme ça, sans prévenir. Je ne sais pas si je devrais vous dire ça, mais je pense que vous devriez savoir quelque chose. Sur Valérie. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Sur Valérie, qu'est-ce que vous voulez dire? » Écoutez, je déteste être celui qui apporte ce genre de nouvelles, mais Tom ne le sait pas, et je pense qu'il devrait savoir. Et vous avez le droit de savoir aussi. Il a pris une grande respiration. J'ai vu Valérie à Cannes la semaine dernière. J'étais là pour une réunion d'affaires et j'ai dîné dans un restaurant sur le port. Et je l'ai vue avec un homme.
Avec un homme? J'ai senti quelque chose se tordre dans mon estomac. Ce n'était pas juste un collègue ou un ami, Madame Dubois. Ils se tenaient la main. Ils s'embrassaient. C'était très clair. Ce n'était pas une relation professionnelle. Le monde autour de moi est devenu silencieux. J'entendais les mots de Mathieu, mais mon cerveau avait du mal à les traiter. Valérie, ma belle-fille, celle qui m'accusait d'être toxique, qui m'interdisait de voir mes petits-enfants, qui avait transformé mon fils en étranger. Cette Valérie-là trompait Tom. « Vous êtes sûre ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Ce n'était pas une erreur d'identité. J'en suis absolument certain. Je les ai observés pendant 20 minutes avant de partir. Et Madame Dubois, ce n'était pas la première fois. Je les ai vus ensemble au moins 3 ou 4 fois ces derniers mois, toujours dans des endroits discrets, loin de Marseille. Je me suis assise lentement à la table de la cuisine, mes jambes ne me portant plus. Mathieu continuait de parler. Je ne savais pas si je devais en parler. Tom est mon collègue, presque mon ami. Mais après ce que j'ai entendu... Ce que vous avez entendu? Tom m'a confié la semaine dernière que Valérie lui avait demandé de couper les ponts avec vous. Elle lui a dit que c'était vous ou elle, qu'elle ne pouvait plus supporter votre présence. Et il a choisi. Il vous a choisi, vous, sa mère, et elle l'a manipulé pour qu'il vous abandonne, pendant qu'elle le trompe. Sa voix était chargée de colère. Je ne pouvais pas rester silencieux. Ce n'est pas juste. Dans ma tête, tous les morceaux du puzzle ont commencé à se mettre en place. Les refus constants de me voir, l'agressivité soudaine, l'isolement progressif de Tom. Valérie ne m'éloignait pas parce que j'étais envahissante. Elle m'éloignait parce que j'étais un obstacle. Parce qu'une belle-mère attentive remarque les changements, les absences, les mensonges. Parce que j'aurais pu découvrir son secret. Mathieu, est-ce que vous avez des preuves? J'ai pris des photos. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un instinct. Je pensais les montrer à Tom, mais je ne sais pas comment lui dire. Comment on dit à son ami que sa femme, la mère de ses enfants, le trahit? Ne lui dites rien, pas encore. Ma voix était devenue claire, ferme. Quelque chose en moi s'était réveillé. J'ai besoin de vous voir, de voir ces photos. Pouvez-vous me rencontrer demain? Nous nous sommes retrouvés le lendemain après-midi dans un petit café près du Vieux-Port, loin des endroits où nous risquions de croiser Tom ou quelqu'un qui le connaissait. Mathieu était nerveux, jetant des regards autour de lui, comme s'il craignait d'être suivi. Il a sorti son téléphone et m'a montré les photos. 12 photos au total, prises sur 4 mois différents. Valérie et un homme d'environ 40 ans, brun, élégant, en costume. Sur certaines photos, ils marchaient main dans la main le long du port de Cannes. Sur d'autres, ils étaient assis à une terrasse, si proches que leurs fronts se touchaient. Sur une photo particulièrement explicite, ils s'embrassaient passionnément devant l'entrée d'un hôtel. « Qui est-ce » ai-je demandé, pointant l'homme. Je me suis renseignée. Il s'appelle Nicolas Durand. C'est un associé dans la société de marketing où Valérie travaille. Il est marié, 2 enfants. Mathieu a fait défiler d'autres photos. Ils se retrouvent tous les mardis. Valérie dit à Tom qu'elle va à son cours de yoga, mais elle prend la route vers Cannes. Ils passent l'après-midi ensemble à l'hôtel Le Petit Nice. J'ai vérifié, elle réserve toujours la même chambre. Tous les mardis. Pendant combien de temps? 6 mois? 1 an? Plus? Pendant que je pleurais dans mon appartement, pendant que je suppliais pour voir mes petits-enfants, pendant que mon fils me traitait de toxique, Valérie organisait sa double vie avec une précision chirurgicale. « Madame Dubois, qu'allez-vous faire ?» La question de Mathieu m'a ramenée au moment présent. Qu'allais-je faire? Aller voir Tom immédiatement et tout lui dire? Il ne me croirait pas. Valérie avait passé 3 ans à le conditionner contre moi. Il penserait que je mentais,
que j'inventais des histoires par jalousie ou par vengeance. Non, il fallait être plus intelligente que ça, plus stratégique. Je vais avoir besoin de votre aide, Mathieu, et de plus de preuves. Des photos ne suffiront pas. Valérie est manipulatrice. Elle trouvera une explication, elle retournera la situation. Que voulez-vous que je fasse? Continuez de les observer. Notez les dates, les heures, les lieux, tout. Je vais réfléchir à un plan. Pendant que je rentrais chez moi ce soir-là, quelque chose d'étrange s'est produit. Pour la première fois en 3 semaines, je ne pleurais plus. À la place, je sentais une détermination froide, claire, puissante. Valérie pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir éliminé de la vie de mon fils et de mes petits-enfants. Elle pensait pouvoir continuer sa vie de mensonges et de trahison sans conséquence. Mais elle ne connaissait pas Madeleine Dubois. Elle ne savait pas qu'une grand-mère qui se bat pour sa famille est capable de patience, de stratégie, de vengeance calculée. Auriez-vous fait la même chose à ma place? Ou auriez-vous simplement couru dire la vérité à votre fils, au risque qu'il ne vous croie pas? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait, parce que la décision que j'ai prise ce soir-là allait déterminer l'avenir de toute ma famille. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Valérie avait fait quelque chose d'encore plus terrible que l'adultère. Quelque chose qui, quand je l'ai découvert 2 semaines plus tard, a transformé ma quête de vérité en une mission de sauvetage. Et là, il n'était plus question de vengeance. Il était question de protéger ce que j'avais de plus précieux au monde, mes petits-enfants. Les 2 semaines qui ont suivi ma rencontre avec Mathieu ont été les plus intenses de ma vie. J'étais devenue quelque chose que je n'avais jamais imaginé être, une détective. Moi, Madeleine Dubois, 68 ans, ancienne aide-soignante, je suivais ma belle-fille, je prenais des notes, je collectais des preuves. Chaque mardi matin, je me postais discrètement près de la maison de Tom dans ma vieille Peugeot, attendant que Valérie sorte avec son sac de yoga rose bonbon et ses mensonges soigneusement préparés. Et chaque mardi, exactement à 14h15, elle prenait la direction de l'autoroute vers Cannes, vers son amant, vers sa double vie. Mathieu m'envoyait des photos par message crypté. Valérie et Nicolas entrant dans l'hôtel. Valérie et Nicolas sur la terrasse d'un restaurant les yeux dans les yeux. Mais plus je collectais de preuves de son infidélité, plus quelque chose me dérangeait. Il y avait autre chose. Quelque chose que je ne comprenais pas encore. Pourquoi Valérie portait-elle toujours ces grandes enveloppes brunes lors de ses rendez-vous? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Un après-midi, alors que je regardais les nouvelles photos que Mathieu m'avait envoyées, j'ai eu une visite. Janine, ma voisine de palier depuis 15 ans. Une femme de 70 ans pétillante qui avait travaillé 40 ans comme secrétaire dans une étude notariale. Elle m'avait apporté une tarte aux pommes et avait remarqué toutes les photos étalées sur ma table. « Madeleine, qu'est-ce que tu fais ?» Elle s'était assise sans attendre d'invitation, scrutant les photos avec ses lunettes. « Tu espionnes ta belle-fille ?» Je lui ai tout raconté. Tout. La porte fermée, l'exclusion, l'appel de Mathieu, l'adultère. Janine m'écoutait en hochant la tête, son visage devenant de plus en plus sérieux. Quand j'ai eu fini, elle a pointé les enveloppes sur les photos. « Madeleine, regarde ces enveloppes. Une femme qui va retrouver son amant n'apporte pas des documents. À moins que... » Elle m'a regardée avec une expression que je n'avais jamais vue. « À moins qu'il ne s'agisse pas seulement d'une liaison amoureuse. Si elle cache une liaison, elle cache peut-être autre chose. Il faut vérifier les finances. » « Les finances? Comment veux-tu que je... » « Tu as toujours ton amie Sylvie qui travaille à la caisse d'épargne. » Janine avait raison. Sylvie et moi nous connaissions depuis 30 ans. Nous avions travaillé ensemble comme aide-soignante avant qu'elle ne change de carrière. Le lendemain, j'ai invité Sylvie à déjeuner. J'ai été prudente. Je ne voulais pas lui demander de faire quelque chose d'illégal,
mais je lui ai expliqué ma situation. Sylvie m'a écouté en silence, jouant avec sa fourchette. « Madeleine, je ne peux pas te donner d'informations bancaires. Ce serait perdre mon emploi. »« Je sais. Je ne te demande pas ça. Je te demande juste s'il y a quelque chose qui te semble étrange concernant les comptes de Tom et Valérie. » Elle a soupiré longuement. « Je ne te dis rien officiellement, d'accord? Mais Valérie a ouvert un compte personnel il y a 6 mois, séparé de celui qu'elle partage avec Tom. Il y a beaucoup de mouvements d'argent. Beaucoup. Mon sang s'est glacé. Un compte séparé. Pourquoi une femme mariée ouvrirait-elle un compte secret caché de son mari? Combien d'argent? Je ne peux pas te dire, mais assez pour que ce soit étrange, très étrange. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai appelé Mathieu. « Il faut que tu me rendes un autre service. Je sais que Tom travaille avec toi. Est-ce qu'il a mentionné quelque chose concernant ses finances récemment? Un prêt? Un investissement? » Mathieu a réfléchi. « Maintenant que tu en parles, oui. Tom a fait une demande de crédit professionnel il y a environ 8 mois pour agrandir son entreprise. Il voulait ouvrir un 2e entrepôt. Il était très excité. La banque a approuvé 150 000 €. Et l'entrepôt a ouvert? Non. Il m'a dit qu'il y avait eu des complications, que le projet était reporté. Il avait l'air stressé quand j'en ai parlé. J'ai arrêté de poser des questions. 150 000 €. Un prêt approuvé. Un projet qui n'a jamais vu le jour. Un compte secret. Les pièces du puzzle commençaient à former une image terrifiante. Le lendemain, Mathieu a fait quelque chose de risqué. Il a accédé aux documents partagés de l'entreprise, ceux où Tom gardait parfois des copies de ses papiers personnels. Et il l'a trouvé. Le contrat de prêt. 150 000 €, approuvé en septembre 2023, versé sur le compte joint de Tom et Valérie. Mais quand Mathieu a vérifié discrètement avec le fournisseur que Tom devait payer pour l'entrepôt, il a découvert que l'acompte n'avait jamais été versé. L'argent avait disparu. « Madame Dubois », m'a dit Mathieu au téléphone, sa voix tremblante. « Je pense que Valérie vole Tom. Elle a pris l'argent du prêt. » Je me suis assise, mes mains tremblant tellement que j'ai failli lâcher le téléphone. Valérie ne se contentait pas de tromper mon fils. Elle le volait. Elle détournait l'argent qu'il avait emprunté pour son entreprise, son rêve, son avenir. Où allait cet argent? Sur son compte secret? Pour financer sa liaison avec Nicolas? Pour préparer une fuite? « Il faut le dire à Tom », a dit Mathieu. « Non, pas encore. » Ma voix était dure, déterminée. Nous n'avons pas assez de preuves. Valérie est intelligente. Elle trouvera une explication. Elle dira que c'était un malentendu, que l'argent est investi ailleurs. Il nous faut tout, l'infidélité, le vol, tout en même temps, pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. C'est le lendemain que le dernier élément est tombé. J'étais au supermarché Carrefour près de chez moi quand j'ai entendu une voix familière. « Madame Dubois ?» Je me suis retournée. C'était Madame Pauline Garnier, l'institutrice de Léo à l'école maternelle, une femme douce d'une 40aine d'années que j'avais rencontrée plusieurs fois lors des spectacles de fin d'année, avant que Valérie ne m'interdise d'y assister. « Madame Garnier, quelle surprise! Ça fait longtemps. Comment allez-vous » Son sourire était chaleureux, mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux. De la pitié peut-être. « Léo parle souvent de vous, vous savez. Il demande régulièrement où est sa grand-mère. » Ces mots ont transpercé mon cœur. « Vraiment ? » ?»« Oui. Il dit que vous lui manquez, qu'avant, vous lui racontiez des histoires sur les pirates et les chevaliers. » Les larmes me sont montées aux yeux. Je les ai essuyées rapidement. J'aimerais tellement le voir. Mais Valérie, Madame Garnier a regardé autour d'elle, comme pour s'assurer que personne n'écoutait. Elle s'est approchée et a baissé la voix. « Madame Dubois,
Ce que je vais vous dire reste entre nous, mais Valérie n'est pas toujours, comment dire, douce avec les enfants. Mon sang s'est figé. Que voulez-vous dire? Léo arrive souvent à l'école triste. Parfois, il dit que maman a crié très fort le matin. Une fois, Emma avait une marque sur le bras. Valérie a dit qu'elle était tombée, mais elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'avait pas besoin. Vous pensez qu'elle les maltraite? Je ne peux pas dire ça officiellement, mais disons que je m'inquiète. Et je sais que vous êtes une grand-mère aimante. C'est dommage que vous ne soyez plus dans leur vie. Quand je suis rentrée chez moi ce jour-là, j'ai posé mes sacs de courses et je me suis assise à ma table, regardant toutes les preuves étalées devant moi. Photos de l'infidélité, documents du vol financier, témoignages d'une institutrice inquiète. Ce n'était plus seulement une question de me venger de Valérie pour m'avoir éloignée de ma famille. C'était une question de sauver mon fils de la ruine financière. C'était une question de protéger mes petits-enfants d'une mère qui les maltraitait. C'était une question de justice. À tous ceux qui se demandent jusqu'où vous iriez pour protéger votre famille, je vais vous le dire. Vous iriez aussi loin qu'il le faut, même si cela signifie détruire la vie de quelqu'un. Même si cela signifie déchirer une famille. Parce que parfois, pour sauver ce qui compte vraiment, il faut avoir le courage de tout faire exploser. Et l'occasion parfaite allait se présenter dans 2 semaines. Un dîner d'anniversaire, une famille réunie, et moi, avec mon dossier de preuves, prête à faire tomber le masque de Valérie devant tout le monde. Ce qui s'est passé ce soir-là a dépassé tout ce que j'avais imaginé. L'appel est arrivé un jeudi matin, 2 semaines après ma conversation avec l'institutrice de Léo. J'étais en train de préparer mon café quand mon téléphone a sonné. Le nom de Valérie s'est affiché sur l'écran. Mon cœur s'est arrêté. Elle ne m'avait pas appelé depuis des mois. Pourquoi maintenant? Allô? Belle maman. Sa voix était mielleuse, presque chaleureuse, trop chaleureuse. J'espère que je ne vous dérange pas. Belle maman. Pas Madeleine. C'était la première fois qu'elle utilisait ce terme depuis l'incident. Non, tu ne me déranges pas. Que puis-je faire pour toi, Valérie? Écoutez, je sais que les choses ont été compliquées entre nous ces derniers temps. Mais c'est bientôt l'anniversaire de Tom, samedi en 8, 40 ans. C'est important. Nous organisons un dîner en famille et je pense qu'il serait bien que vous soyez là. J'ai serré mon téléphone plus fort. Pourquoi ce changement soudain? Après m'avoir fermé la porte au nez, après m'avoir traité de toxique, après m'avoir volé mes petits-enfants, elle m'invitait à un dîner de famille. C'est très gentil de ta part, Valérie. Je suis surprise. Je sais, mais Tom me parle beaucoup de vous ces derniers temps. Il vous manque, et les enfants aussi. Léo demande toujours après vous. Je pense qu'il est temps de tourner la page, de repartir sur de nouvelles bases. Les mensonges coulaient de sa bouche comme du miel empoisonné. Mais j'ai compris immédiatement. Elle voulait quelque chose. J'en serais ravie, Valérie, vraiment. Parfait. Samedi prochain, 19h30. Tenue élégante. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai immédiatement appelé Janine. Elle veut quelque chose. Tom a dû mentionner que j'ai reçu l'héritage de ma sœur le mois dernier. Ma sœur Colette, décédée en février, m'avait laissé 45 000 €. Tom le savait. Il m'avait appelé pour présenter ses condoléances. Il avait dû en parler à Valérie. C'est pour ça qu'elle t'invite, a confirmé Janine. Elle pense que tu vas lui offrir de l'argent, ou pire, qu'elle va pouvoir te manipuler pour te le soutirer. Parfait, c'est l'occasion que j'attendais. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Le piège va se refermer sur elle, Janine. Samedi soir, tout le monde va découvrir qui est vraiment Valérie Moreau. Les jours suivants, nous avons préparé minutieusement mon intervention. Mathieu avait compilé toutes les preuves sur une clé USB. Photos de l'infidélité,
vidéo de surveillance de l'hôtel qu'il avait réussi à obtenir grâce à un contact, documents bancaires montrant les transferts suspects. Janine avait imprimé les relevés du prêt professionnel et les preuves que l'argent n'était jamais allé dans l'entreprise de Tom. Nous avions même contacté un avocat spécialisé en droit de la famille, Maître Bertrand, un ami de Janine. Il avait préparé un dossier complet pour Tom avec tous les recours légaux possibles. Samedi est arrivé. J'ai mis ma plus belle robe, marine avec des perles discrètes, celle que Bernard, mon défunt mari, aimait tant. J'ai fait coiffer mes cheveux. Je voulais avoir l'air digne, élégante, forte. Dans mon sac à main, la clé USB et l'enveloppe contenant les documents imprimés, mon arme de vérité. À 19h30 précise, j'ai sonné à la porte de la villa. Tom a ouvert et son visage s'est illuminé quand il m'a vue. « Maman !» Il m'a serré dans ses bras et j'ai senti toutes ces semaines de séparation dans cette étreinte. « Tu m'as tellement manqué. »« Toi aussi, mon chéri. » Puis j'ai entendu des petits pas qui couraient. « Grand-mère, grand-mère. » Léo s'est jeté dans mes bras, suivi d'Emma qui s'accrochait à ma jambe. « Tu nous as manqué, grand-mère. Maman a dit que tu étais malade. C'est pour ça que tu ne venais plus. » Mon cœur s'est serré. Bien sûr que Valérie leur avait menti. Je vais beaucoup mieux maintenant, mes chéris. Valérie est apparue dans le couloir, vêtue d'une robe Chanel rouge, parfaitement maquillée, le sourire commercial plaqué sur son visage. « Belle maman, quelle joie de vous voir! Entrez, entrez. » Dans le salon, les parents de Valérie étaient déjà là. Monsieur Moreau dans son costume 3 pièces gris, Madame Moreau couverte de bijoux en or. Ils m'ont salué avec cette condescendance polie qu'ils maîtrisaient si bien. « Madeleine, comme c'est généreux de la part de Valérie de vous avoir invité, surtout après tous les problèmes que vous avez causés. » J'ai souri doucement. Tous les problèmes que j'ai causés. Oui. Patience, Madeleine. Patience. Le dîner a commencé. La table était magnifiquement dressée, chandelles et porcelaine fine. Valérie avait préparé un festin. Foie gras, Saint-Jacques, agneau de Provence. Elle jouait parfaitement son rôle de belle-fille réconciliatrice, me servant en premier, me demandant comment j'allais, si je voulais du pain. Sous la table, je sentais mes mains trembler. Pas de nervosité, mais d'anticipation. Puis est venu le moment du gâteau. Un magnifique entremets au chocolat avec 40 bougies. Tom les a soufflées, visiblement heureux d'avoir toute sa famille réunie. Valérie s'est levée, son verre de champagne à la main. « Tom, mon amour, pour tes 40 ans, j'ai une surprise. » Elle a fait un signe et M. Moreau a apporté une grande enveloppe dorée. « J'ai acheté pour toi la nouvelle four professionnelle que tu voulais pour le restaurant. Le modèle, Rational e-Combi Pro, 40 000 €. Il arrive la semaine prochaine. » La table a explosé en applaudissements. Tom était bouche bée. « Valérie, comment? C'est incroyable. Mais comment as-tu pu? Nous n'avions pas ce genre d'argent. » « Ce sont mes économies, chérie. J'ai travaillé dur, j'ai mis de l'argent de côté, pour toi, pour ton rêve. » C'était le moment. J'ai posé doucement ma fourchette. « Tes économies, Valérie ?» Tous les regards se sont tournés vers moi. « Ou l'argent du prêt de Tom ?» Le silence est tombé sur la table comme une chape de plomb. Valérie a pâli. « De quoi parlez-vous, belle maman ?» Tom me regardait, confus. « Maman, qu'est-ce que tu racontes ?» J'ai sorti l'enveloppe de mon sac. « Je parle des 150 000 € que ton entreprise a empruntés il y a 8 mois pour ouvrir un second entrepôt. Un projet qui n'a jamais vu le jour. Je parle de l'argent qui a mystérieusement disparu. » J'ai posé les documents sur la table. Tom les a saisis, ses mains tremblant en parcourant les relevés bancaires. Ces documents montrent que l'argent a été transféré du compte joint vers un compte personnel.
au nom de Valérie Moreau. « C'est ridicule !» a crié Valérie. « Ce sont des faux! Elle essaie de me discréditer !» Monsieur Moreau s'est levé. « Comment osez-vous accuser ma fille? C'est de la diffamation !» De la diffamation? J'ai sorti la clé USB. « Tom, tu peux mettre ça dans ton ordinateur portable ?» Tom était comme paralysé, regardant les documents, puis Valérie, puis moi. « Maman, s'il te plaît, Tom, fais-moi confiance, une dernière fois. » Il a pris la clé, l'a insérée dans son ordinateur posé sur le buffet. Les photos sont apparues. Valérie et Nicolas, main dans la main, à Cannes. Valérie et Nicolas s'embrassant devant un restaurant. Valérie et Nicolas entrant dans l'hôtel Le Petit Nice. 12 photos, 4 mois, des preuves irréfutables. Non, non, Tom, je peux expliquer. Valérie était debout, les larmes coulant sur son maquillage parfait. Ce n'est pas ce que tu crois. Et ça, tu peux l'expliquer aussi? J'ai cliqué sur la vidéo. C'était la semaine dernière. Valérie et Nicolas dans le hall de l'hôtel, s'embrassant passionnément avant de monter dans l'ascenseur. La date et l'heure étaient clairement visibles. Mardi dernier. 14h30, l'heure du yoga. Les sanglots de Léo ont brisé le silence. « Papa, pourquoi maman embrasse ce monsieur ?» Emma pleurait aussi, effrayée par la tension. Tom fixait l'écran, son visage vidé de toute couleur. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son n'en sortait. « Madame Dubois, vous avez détruit cette famille !» a hurlé Madame Moreau. « Vous êtes une femme amère et jalouse. »« Non, » ai-je dit calmement. « C'est votre fille qui a détruit cette famille en trompant son mari, en volant son argent et en maltraitant ses enfants. »« Menteuse !» Valérie s'est jetée vers moi, mais Tom l'a attrapée par le bras. Quand il a parlé, sa voix était basse, brisée, terrible. « Sors de cette maison, maintenant !» Ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi ces mots de Tom restera gravé dans ma mémoire jusqu'à mon dernier souffle. Le silence était si dense, si lourd, qu'on aurait pu le couper au couteau. Valérie était figée, les yeux écarquillés, le mascara coulant sur ses joues comme des rivières noires. Tom la tenait toujours par le bras, mais ce n'était pas un geste de protection. C'était une contrainte, un ordre silencieux. « Tom !» La voix de Valérie était brisée, suppliante. « Tom, s'il te plaît, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Ces photos, elles sont sorties de leur contexte. Nicolas est juste un collègue. Nous avions des réunions de travail. » « Des réunions de travail ?» Tom a lâché son bras comme si elle le brûlait. Sa voix tremblait d'une rage contenue que je ne lui avais jamais connue. « Tu m'embrasses tes collègues comme ça lors de tes réunions de travail? Tu vas à l'hôtel avec eux pour discuter de marketing? C'était une erreur, une faiblesse momentanée. J'étais stressée, débordée avec les enfants, le travail. Et l'argent, Valérie. » Tom a saisi les documents que j'avais posés sur la table. « Explique-moi l'argent. 150 000 €. Mon prêt. L'avenir de mon entreprise. Où est cet argent ?» Monsieur Moreau s'est interposé, son visage rouge de colère. « Tom, ne parle pas à ma fille sur ce ton. Ces accusations sont sans fondement. Nous allons appeler notre avocat. »« Votre avocat ?» J'ai sorti une autre enveloppe de mon sac. « Peut-être voudrez-vous d'abord regarder ceci, les relevés bancaires du compte personnel de Valérie. Celui dont Tom ne connaissait pas l'existence. 145 000 € déposés entre septembre et décembre dernier. Des retraits réguliers, des virements vers des comptes à l'étranger. Tom a arraché les papiers des mains de son beau-père. J'ai vu ses yeux parcourir les chiffres, les dates, les preuves de la trahison financière de sa femme. Ses mains tremblaient tellement que les feuilles bruissaient comme des feuilles mortes. « Tu as volé notre avenir, » a-t-il murmuré. « J'ai emprunté cet argent pour nous.
pour notre famille, pour donner un meilleur avenir à nos enfants. Et toi, tu l'as volé. Je voulais juste. Je voulais avoir une sécurité. Au cas où. Au cas où quoi, Valérie? Au cas où tu déciderais de me quitter pour ton amant. La voix de Tom s'est brisée. Depuis combien de temps? Combien de temps me trompes-tu? Valérie ne répondait plus. Elle sanglotait, effondrée sur une chaise, la tête dans les mains. Madame Moreau s'est approchée d'elle, essayant de la réconforter, mais même elle semblait sous le choc. Pour la première fois, elle voyait sa fille telle qu'elle était vraiment. Maman a menti? La petite voix de Léo a percé le chaos. Il se tenait près de moi, Emma dans ses bras, tous les deux terrifiés. « Papa, pourquoi maman pleure? Pourquoi tout le monde crie ?» Tom s'est agenouillé devant ses enfants, essayant de composer un visage calme malgré les larmes qui coulèrent sur ses joues. « Les enfants, tout va bien. Papa et maman, nous avons des problèmes d'adultes à régler. Grand-mère va vous emmener dans votre chambre, d'accord? » J'ai pris les petits par la main et je les ai conduits à l'étage. Dans leur chambre décorée de pirates et de princesses, je les ai installés sur le lit et j'ai commencé à leur lire une histoire, ma voix la plus douce possible pour couvrir les éclats de voix qui montèrent du rez-de-chaussée. Emma s'est endormie contre moi, épuisée par les émotions. Léo restait éveillé, ses grands yeux inquiets fixés sur moi. « Grand-mère, tu vas rester cette fois. Tu ne vas plus partir. » J'ai embrassé son front. « Je ne partirai plus jamais, mon ange, plus jamais. » En bas, le chaos continuait. J'entendais Valérie crier maintenant, sa voix hystérique. « C'est de sa faute, de la faute de ta mère. Si elle n'avait pas été si envahissante, si elle nous avait laissé respirer, rien de tout ça ne serait arrivé. » Ma mère? La voix de Tom était glaciale. « Tu oses blâmer ma mère, celle que tu as passé 3 ans à éloigner de nous, celle à qui tu as interdit de voir ses propres petits-enfants, tout ça pour cacher tes mensonges. Elle était toxique, elle voulait tout contrôler. Non, Valérie, tu voulais tout contrôler. Tu m'as isolée de ma mère parce qu'elle aurait pu découvrir tes secrets. Tu as manipulé mes enfants contre elle. Tu as détruit ma famille. Je suis ta famille. Plus maintenant. » Ces 3 mots, prononcés avec une finalité terrible, ont été suivis d'un silence. Puis j'ai entendu des pas lourds dans l'escalier. Monsieur Moreau montait chercher les affaires de sa fille. 15 minutes plus tard, Valérie descendait avec une valise, escortée par ses parents. Je suis sortie de la chambre des enfants, restant en haut de l'escalier. Valérie m'a regardée, et dans ses yeux, il y avait une haine pure, absolue. « Vous avez détruit ma vie. Vous êtes satisfaite maintenant? » « Non, Valérie, » ai-je répondu calmement. « C'est toi qui as détruit ta vie. Moi, j'ai juste révélé la vérité. Tu ne reverras jamais mes enfants. Je vais demander la garde exclusive. Je vais te détruire, Tom. » Tom était debout près de la porte, tenant celle-ci ouverte. Son visage était un masque de douleur et de résolution. Avec les preuves que maman a collectées, l'adultère, le vol et les témoignages sur ta façon de traiter les enfants, aucun juge ne te donnera la garde, Valérie. Pars maintenant. Mon avocat te contactera lundi. Valérie a voulu dire quelque chose, mais son père l'a tirée vers la sortie. Viens, Valérie, il n'y a plus rien à faire ici ce soir. La porte s'est refermée, et avec elle, 7 ans de mariage, une famille, une vie entière. Tom est resté immobile dans l'entrée, regardant la porte close. Puis, lentement, il s'est effondré contre le mur et a commencé à pleurer. Pas des larmes discrètes, des sanglots profonds, déchirants, qui venaient du plus profond de son être. Je suis descendue et je l'ai pris dans mes bras comme je le faisais quand il était petit, quand il tombait et se faisait mal,
quand le monde lui semblait trop grand et trop dur. « Pardon, maman, pardon, pardon, pardon. » Il répétait ce mot encore et encore. J'ai été tellement aveugle. Elle me manipulait et j'ai tout cru. J'ai choisi de te croire toxique plutôt que de voir qui elle était vraiment. Je t'ai rejeté, toi, ma propre mère, pour elle. Tu étais sous emprise, Tom. Les manipulateurs sont experts pour nous faire douter de nous-mêmes, pour nous isoler de ceux qui nous aiment vraiment. Nous sommes restés longtemps comme ça, dans l'entrée, entourés des restes du dîner d'anniversaire qui avait si mal tourné. Le gâteau intact, les bougies éteintes, les verres de champagne à moitié pleins. Les symboles d'une célébration qui s'était transformée en naufrage. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» a demandé Tom. « Tu vas te battre, pour tes enfants, pour ton entreprise, pour ta vie, et tu ne seras pas seul, je serai là. Comme j'ai toujours été là. » Cette nuit-là, je suis restée dans la maison. J'ai dormi dans la chambre d'amis, celle où je n'avais plus dormi depuis 3 ans. Vers 4 heures du matin, Léo est venu me rejoindre, se glissant sous les couvertures. J'ai fait un cauchemar, grand-mère. Je l'ai serré contre moi. Les cauchemars finissent toujours, mon chéri. Et quand on se réveille, il y a toujours quelqu'un qui nous aime pour nous protéger. Le lundi suivant, Tom a rencontré l'avocat que j'avais contacté, Maître Bertrand. Les procédures de divorce ont commencé. Avec les preuves que nous avions, l'issue ne faisait aucun doute. Valérie a essayé de se battre. Elle a appelé, envoyé des messages, supplié. Puis elle est devenue menaçante, promettant de nous détruire devant les tribunaux. Mais elle n'avait aucune carte à jouer. L'adultère était prouvé. Le détournement de fonds était documenté. Et quand Maître Bertrand a contacté l'institutrice de Léo, Madame Garnier, celle-ci a accepté de témoigner sur les inquiétudes qu'elle avait concernant le traitement des enfants. Valérie a perdu son emploi quand le scandale de sa liaison avec Nicolas est devenu public. Nicolas, lui, a été divorcé par sa propre femme, qui avait reçu anonymement les mêmes preuves. Leur relation n'a pas survécu à la pression. Ils se sont séparés dans l'amertume, chacun blâmant l'autre pour la catastrophe. Si cette histoire vous touche, si vous avez dû un jour dévoiler des vérités douloureuses pour protéger ceux que vous aimez, laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous me regardez, car nous sommes nombreux à avoir dû choisir entre le silence confortable et la vérité difficile. Et ce n'est jamais facile, mais c'est toujours nécessaire. Le soleil d'octobre entre par les fenêtres de la cuisine de Tom, illuminant la table où je prépare la pâte pour les oreillettes, ces beignets provençaux que Léo adore. Emma est debout sur un tabouret à côté de moi, ses petites mains couvertes de farine, essayant de découper des formes dans la pâte. Léo est installé à table avec ses devoirs de CE1, mais il lève régulièrement les yeux pour me regarder, comme s'il voulait s'assurer que je suis toujours là, que je ne vais pas disparaître à nouveau. 6 mois ont passé depuis ce dîner d'anniversaire qui a fait exploser la vie de Valérie. 6 mois de reconstruction, de larmes, de guérison, mais aussi de moments comme celui-ci, simples et précieux, qui me rappellent pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Le divorce a été prononcé il y a 2 mois. Tom a obtenu la garde principale des enfants. Valérie a un droit de visite supervisée, un week-end sur 2. Le juge a été très clair. Les preuves de l'adultère, du détournement de fonds et les témoignages concernant son comportement avec les enfants ne plaidaient pas en sa faveur. Elle a été condamnée à rembourser les 145 000 € qu'elle avait détournés par mensualité de 2 000 €. Cela lui prendra plus de 6 ans. La Valérie hautaine et parfaite que je connaissais n'existe plus. Elle vit chez ses parents dans leur villa d'Aix-en-Provence. Elle a dû vendre sa BMW pour payer les frais d'avocat. Elle cherche du travail, mais dans le milieu fermé du marketing à Marseille, son histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Personne ne veut embaucher la femme qui a trompé son mari avec un collègue marié
et voler l'argent de son époux. Grand-mère, regarde, j'ai fait un cœur. Emma me montre fièrement sa forme de pâte complètement déformée, qui ressemble plus à une pomme de terre qu'à un cœur. C'est magnifique, ma chérie, le plus beau cœur que j'ai jamais vu. Je l'embrasse sur le front, laissant une trace de farine blanche. Elle rit, ce rire cristallin qui est devenu la plus belle musique de mon quotidien. Tom entre dans la cuisine, de retour du marché avec des sacs remplis de légumes frais. Il sourit, en nous voyant toutes les deux couvertes de farine. On dirait que la cuisine a explosé. « Papa, on fait des oreillettes avec grand-mère. Je vois ça. Ça sent déjà délicieux. » Tom pose les sacs et vient m'embrasser sur la joue. Ce geste simple, cette affection retrouvée, me fait encore monter les larmes aux yeux parfois. Pendant 3 ans, j'ai été privée de cette proximité, de cette normalité familiale. Mon fils a changé ces 6 derniers mois. Il a perdu du poids, mais pas de manière malsaine. Il a l'air plus léger, comme si un fardeau invisible avait été retiré de ses épaules. Il va voir un psychologue toutes les semaines, travaillant sur sa tendance à la codépendance, apprenant à reconnaître les signes de manipulation. « J'ai été tellement naïf, maman », m'a-t-il confié un soir, alors que nous étions assis sur la terrasse après avoir couché les enfants. Je pensais que l'amour signifiait tout accepter, tout sacrifier, même ma propre mère. « Tu n'étais pas naïf, Tom, tu étais amoureux, et les manipulateurs comme Valérie savent exactement comment exploiter cet amour. Son restaurant va mieux aussi. Avec une partie de l'argent que Valérie a commencé à rembourser, il a pu honorer certaines dettes. Il a embauché Mathieu comme associé. Mathieu, qui a risqué sa carrière pour nous aider, qui a été le premier à me tendre la main quand j'étais seule et désespérée. Les enfants, mes précieux petits-enfants, ont également changé. Léo est redevenu le petit garçon joyeux qu'il était avant. Il ne fait plus de cauchemars toutes les nuits. Il ne sursaute plus quand quelqu'un élève la voix. À l'école, Madame Garnier m'a dit qu'il était transformé, plus ouvert, plus confiant. Emma, qui n'avait que 4 ans quand tout s'est passé, se souvient à peine des mauvais moments. Pour elle, la vie a toujours été comme maintenant. Papa qui l'emmène à l'école, grand-mère qui vient 3 fois par semaine cuisiner et jouer, une maison remplie de rire plutôt que de tension. Tous les mercredis, c'est notre jour. Je les emmène au parc Borély, nous donnons du pain aux canards, nous mangeons des glaces, même quand il fait frais. Tous les dimanches, nous déjeunons ensemble, parfois ici, parfois chez moi dans mon appartement, qui résonne enfin de voix d'enfant. Valérie a essayé de reprendre contact avec moi il y a 1 mois. Elle m'a envoyé une longue lettre manuscrite où elle expliquait qu'elle avait commencé une thérapie, qu'elle comprenait maintenant ses erreurs, qu'elle regrettait. « Madame Dubois, » écrivait-elle, « vous aviez raison sur tout. J'étais toxique, j'ai manipulé Tom. J'ai éloigné mes enfants de l'amour inconditionnel d'une grand-mère pour protéger mes secrets. Je ne mérite pas votre pardon, je ne le demande même pas. Mais je veux que vous sachiez que ce que vous avez fait, aussi douloureux que cela ait été, était nécessaire. Vous avez sauvé mes enfants, et d'une certaine façon, vous m'avez sauvé aussi. J'ai gardé cette lettre dans ma boîte à souvenirs, mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Peut-être un jour. Mais le pardon prend du temps, et je ne suis pas prête. Peut-être ne le serai-je jamais. Et c'est mon droit. » La sonnette retentit. C'est Janine, ma voisine, mon alliée, celle sans qui rien n'aurait été possible. Elle arrive avec un gâteau aux pommes encore chaud. Les enfants courent vers elle en criant « Tante Janine !» Elle fait partie de notre famille maintenant, cette famille reconstruite sur les ruines de l'ancienne. Alors, mes chéris, vous êtes prêts pour notre dimanche traditionnel ?
Janine ébouriffe les cheveux de Léo. « Est-ce que Mathieu vient aussi ?» demande Tom. « Il arrive dans 1 heure. Il apporte le vin. C'est notre nouveau rituel. Tous les dimanches, nous nous réunissons. Tom, les enfants, Janine, Mathieu, moi. Nous mangeons, nous rions, nous construisons de nouveaux souvenirs pour remplacer ceux qui ont été brisés. Ce soir, après que tout le monde soit parti, après avoir couché les enfants dans leur lit, Tom et moi nous asseyons sur la terrasse. Le ciel de Marseille est rempli d'étoiles, l'air sent le jasmin et la mer. « Maman, je voulais te dire quelque chose. » Tom prend ma main. « Merci, merci de ne jamais avoir abandonné. Merci d'avoir été plus forte que moi. Merci d'avoir sauvé mes enfants, même quand cela signifiait détruire mon mariage. » Tom, je n'ai pas détruit ton mariage. Valérie l'a fait. Moi, j'ai juste révélé ce qui était déjà brisé. Je sais, mais il fallait du courage pour faire ce que tu as fait, pour collecter les preuves, pour attendre le bon moment, pour affronter toute la famille ce soir-là. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Je pense à ce courage. Est-ce vraiment du courage, ou était-ce du désespoir? Un mélange des deux peut-être. Le désespoir d'une grand-mère qui avait tout perdu. Le courage de se battre pour récupérer ce qui compte vraiment. À tous ceux qui m'écoutent maintenant, à toutes ces grand-mères qui ont été séparées de leurs petits-enfants par des beaux-fils ou belles-filles toxiques, je veux vous dire quelque chose de fondamental. Vous n'êtes pas impuissant. Vous avez des droits. Vous avez de la valeur. Votre amour pour vos petits-enfants n'est pas envahissant. Il n'est pas toxique. Il n'est pas un problème. C'est un trésor. Et si quelqu'un essaie de vous en priver, vous avez le droit de vous battre. Mais battez-vous intelligemment. Collectez des preuves. Cherchez de l'aide. Ne restez pas seul dans votre douleur. Parlez à un avocat. Documentez tout. Et surtout, n'abandonnez jamais. Jamais. Valérie pensait qu'en me fermant cette porte au nez, elle avait gagné. Elle pensait que j'allais simplement disparaître, pleurer en silence, accepter mon sort. Mais elle n'avait pas compris une chose fondamentale. Une grand-mère qui se bat pour ses petits-enfants est la force la plus puissante au monde. Nous avons élevé des enfants, survécu à des décennies de défis, porté des familles entières sur nos épaules. Nous savons ce qu'est la persévérance. Nous savons ce qu'est l'amour inconditionnel, et nous ne renonçons pas. Ce n'était pas de la vengeance ce que j'ai fait, c'était de la justice, c'était de la protection, c'était de l'amour maternel et grand-maternel, dans sa forme la plus pure et la plus puissante. Aujourd'hui, quand je regarde Léo et Emma jouer dans le jardin, quand j'entends Tom rire à nouveau, quand je sens leurs bras autour de moi et leur « Je t'aime grand-mère » murmurer avant de dormir, je sais que chaque larme versée en valait la peine. Chaque nuit blanche à collecter des preuves, chaque moment de doute, chaque instant où j'ai pensé abandonner, tout en valait la peine. Ma belle-fille m'avait interdit de voir mes petits-enfants. Elle pensait que c'était la fin de notre histoire. Mais c'était juste le début de ma renaissance, le début de leur libération, le début d'une nouvelle famille, plus vraie, plus forte, construite non pas sur les mensonges et la manipulation, mais sur la vérité et l'amour authentique. Si cette histoire vous a touché, si vous connaissez quelqu'un qui vit cette séparation forcée, partagez cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez et quelle est votre histoire. Abonnez-vous à cette chaîne, car ici nous racontons les histoires de ceux qu'on veut faire taire, les histoires de celles qui se battent, les histoires de celles qui gagnent. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour défendre ceux qu'on aime, jamais trop tard pour exiger le respect, jamais trop tard pour la vérité. À bientôt pour une nouvelle histoire, car nous en avons toutes une à raconter, et chacune mérite d'être entendue.